18h politique continue avec une configuration un peu particulière ce soir parce que nous avons 4 invités, 4 débatteurs. Pierre-Henri Tavoyot est avec nous, philosophe. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Les téléspectateurs habituels, on ne va pas se mentir, vous connaissent bien. Pascal Blanchard est historien. Merci d'être avec nous, Pascal, ce soir. Rachid Benzine est là également. Bonsoir et merci. Islamologue, politologue et enseignant. Merci à vous. Et puis on attend, il devrait nous rejoindre dans quelques minutes, Abdelali Mamoun, qui est un imam à Alfortville et qui est le porte-parole du Conseil des imams de France. À la suite des attentats du 13 novembre, on a entendu énormément de vocables pour qualifier ces semeurs de mort. On a parlé évidemment de terroristes, on a parlé de salafistes, de wahhabistes, d'islamistes radicaux, de djihadistes. Mais de qui et de quoi parle-t-on exactement? Souvent, les politiques s'entendent sommer le fait de nommer l'ennemi. Mais quel ennemi? Écoutez. Ils ont une véritable notion de la destruction, c'est du nihilisme. On est dans une affaire politique, ce sont des néofascistes qui s'en prennent aux démocrates, où qu'ils soient. Une organisation terroriste qui veut tuer, qui tue, qui puise ses fondements dans le salafisme, c'est-à-dire la négation de toute culture, qui va donc au-delà même de la destruction d'hommes et de femmes. Alors Rachid Benzine, de quoi parle-t-on? D'islamo-fascisme, de salafisme, de wahhabisme ou tout simplement de terrorisme et de criminalité? Il y a une confusion sur tous les vocables parce que chaque vocable devrait être spécifié. Tout à l'heure, nous entendons le Premier ministre parler de salafisme. La question, c'est qu'est-ce que nous entendons par salafisme? Et à l'intérieur du salafisme, tous les sociologues et les politologues ont montré que ça peut aller d'un salafisme quiétiste, piétiste, jusqu'à un salafisme djihadiste. Je crois que nous avons du mal à comprendre ce qui est en train de nous arriver et c'est pour ça qu'il y a une espèce de surenchère de vocables qui crée de la confusion. Ce que nous voyons, c'est que nous avons un certain nombre de jeunes qui ont d'abord grandi ici, dans les sociétés occidentales. Donc cela doit d'abord, quelque part, nous interpeller. Le mal n'est pas simplement à l'extérieur. Il y a un mal qui est en train de couver dans la société française et qui concerne l'ensemble de la jeunesse. Ce n'est pas simplement la jeunesse, je dirais, issue des anciennes colonies ou la jeunesse de confession musulmane. C'est un problème qui touche l'ensemble de la jeunesse. Et on a cette jeunesse qui décide de passer à l'acte, en commettant ce que nous avons connu finalement ce 13 novembre. Donc nous avons des décrochages très importants de ces jeunes et qui à un moment rencontrent une idéologie, qu'elle soit religieuse ou politique. Et la question aujourd'hui que l'on doit se poser, c'est pourquoi la variable religieuse musulmane prend appui ou devance ou plutôt vient après tout un phénomène de radicalisation. Donc c'est finalement cette articulation qu'il faut poser en termes de radicalisation politique et phénomène d'islamisation. Mais Pierre-Henri Tavoyot, le penseur Olivier Roy, disait en début de semaine dans les colonnes de nos confrères du Monde, on n'est pas en face d'un islamisme radicalisé, mais plutôt d'un radicalisme islamisé. Au fond, à l'entendre, à le lire, si ce n'avait pas été cette cause-là, ça en aurait été une autre. Alors, c'est ça, c'est très nuancé. Il faut être très nuancé parce qu'il y a à la fois une similitude de structure avec les mouvements totalitaires. Les mouvements totalitaires sont des mouvements de refus d'entrer dans la modernité et qui ont une espèce de nostalgie d'une tradition, mais qui n'est pas la tradition qu'on a sous les yeux, celle qui est au musée ou dans le clergé, qui est une tradition encore plus pure. Et de ce point de vue-là, le totalitarisme est un mélange monstrueux d'hypermodernité et d'hypertraditionnalisme. Donc de ce point de vue-là, le fondamentalisme représente aussi cet aspect. La grande différence, malgré tout, c'est que, alors que le totalitarisme était la science comme moyen de réconcilier, c'est-à-dire la lutte des races d'un côté, la lutte des classes de l'autre, comme étant le moyen d'organiser ce monstre ancien moderne, on revient là à du religieux. On va mettre du religieux à la place. Et toute la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui, l'islam est particulièrement propice à cette dérive qui a eu lieu dans toutes les religions et d'une certaine façon qui a lieu aussi dans les grandes idéologies du XXe siècle. Mais pourquoi aujourd'hui l'islam est-il particulièrement propice? Alors toute une série de raisons qui sont effectivement, c'est une contre-culture, ça apparaît comme une contre-culture qui est une production non occidentale pratique pour
critiquer l'Occident, mais plus profondément, il y a quelque chose de très individualiste, c'est-à-dire de très moderne. C'est-à-dire qu'on fait appel, en quelque sorte, à un hyper-individualisme, une croyance très personnelle, et en même temps une critique des autorités, puisque notamment dans le sunnisme, il n'y a pas de clergé. Donc chacun peut faire sa religion tout seul dans son coin. Et donc cette ambivalence nichée au cœur de l'individualisme est aussi un élément très fort de cette, disons, dérive potentielle de, en effet, une radicalisation de l'islam. Voilà. Mais quand on met sa propre vie en danger, quand on meurt en tuant les autres, on parle, Pascal Blanchard, de nihilisme ou, je vous retourne la question à l'instant de Pierre-Henri Tavoyot, pourquoi l'islam aujourd'hui donne prise à ce genre d'extrémisme ? Ce n'est pas l'islam qui donne prise, c'est toute la mécanique dans laquelle il rentre. C'est-à-dire que la mort, à un moment, il y a cette phrase qui est terrible, notre mort, nous aimons autant la mort que vous aimez la vie. Parce que leur mort, d'un seul coup, a fait sens. D'une certaine manière, on a affaire à des gens qui cherchaient le sens de leur vie, et à travers le fait de mourir, ils se donnent quelque part un sens à leur destin. C'est-à-dire qu'ils se donnent un destin, et un destin qui est à la fois individuel et collectif. C'est-à-dire que d'un seul coup, on leur donne une réponse pour leur propre parcours, et on leur donne aussi une réponse pour un parcours collectif. Et j'aime beaucoup ce qu'on vient de se dire sur la notion de haine de l'Occident, qui est un des moteurs très forts, parce que ça ne touche pas que les sociétés occidentales. Si on regarde bien, ça touche une jeunesse aussi bien en Arabie Saoudite qu'en Tunisie, au Cameroun, au Nigeria, au Sahel, en Indonésie, en Chine. N'oublions pas que 2000 Chinois actuellement sont présents en Syrie et en Irak. Pour faire le djihad. Exactement. Donc on voit bien que ça touche une jeunesse mondiale sur un élément qui se retrouve d'ailleurs dans une sorte de dialectique politique en Inde, par exemple, aujourd'hui, sur la haine de l'Occident, le reproche contre l'Occident qui dépasse donc l'islam. Sauf que l'islam, dans certaines parties du monde où l'islam est présent, où l'État s'est effondré, comme par exemple au Sahel, ou dans le nord Nigeria ou au Cameroun, ou d'une certaine manière au Moyen-Orient, trouve là l'absence d'un État, l'absence d'une réponse, une sorte d'anarchie où l'Occident a quelque part marqué la déstructuration des sociétés locales, et on le voit très bien en Syrie, en Irak, c'est l'intervention américaine et de l'Occident. Donc là, on peut y avoir une démonstration qui fonctionne assez bien. Depuis toujours, l'Occident nous agresse. Regardez, depuis les croisades, le califat s'est effondré. Déjà, les colonisateurs étaient là. L'Amérique est venue déstructurer nos sociétés. Regardez cet Occident qui soutient aujourd'hui Assad, ce que ça produit. Il y a une cohérence entre un destin individuel, un mécanisme d'un seul coup dans le collectif, on va pouvoir relever le flambeau de quelque chose. Et comme on a un sentiment d'être soi-même humilié par cet Occident, d'un seul coup, quelqu'un nous amène une idéologie idéale pour se venger de celui qui nous a humiliés. Tout ça donne le sentiment d'une cohérence, alors que c'est un gloubi-boulga énorme. Mais comme, n'oublions pas que Daesh est à la fois une maîtrise du religieux totalement manipulé, et on vient de le dire, mais surtout aussi derrière une logique de ceux qu'on ne voit pas, qui sont à la tête militaire de cet État militaire, qui est d'abord un État militaire Daesh, qu'on oublie complètement. Ce sont d'anciens généraux, souvent, qui ont été soit des acteurs au Caucase, soit des acteurs de l'armée irakienne, que l'on ne voit eux jamais, qui ont une vraie stratégie. Simplement, l'islam est devenu exactement comme les nazis. Il y avait l'idéologie nazie, il y avait la Wehrmacht. Et quelque part, on se dit, est-ce que c'est les mêmes choses? Oui, il y a une armée quand même qui conquiert, et derrière, il y a une idéologie qui domine. Nous sommes dans le même mécanisme, et donc l'islam vient voiler aussi ce qui se passe derrière, un embrigadement. Et tout embrigadement fonctionne à un moment sur atteindre son but. Et la mort est devenue, d'une certaine manière, un but, puisque d'un seul coup, c'est cohérent avec soi-même. Mais est-ce qu'il y a un cas particulier en France? Est-ce que ce qui se passe en France est particulier, dans la mesure où, certes, les jeunes qui partent faire le djihad sont de multiples nationalités, mais l'essentiel d'entre eux sont français ou belges, et d'ailleurs sont réunis sous le vocable francophone, que la France est frappée très durement, comme d'autres pays. C'est le passé colonial, c'est-à-dire que c'est ça qui constitue un terreau et une solution de continuité. C'est à la fois le passé colonial et aussi la mauvaise conscience coloniale. C'est-à-dire que ces deux éléments font qu'il y a... C'est comme une logique de perversion. C'est-à-dire le pervers, c'est le point sensible où il doit toucher. Eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans l'histoire de France. Il y en a beaucoup d'autres, mais celle-ci particulièrement, qui fait qu'à un moment donné, il y a une argumentation potentielle qui est plausible, qui peut se déployer. En effet, nous avons de bonnes raisons de nous sentir humiliés parce que nos parents ont été opprimés par la France. Rachid Benzine. Il faut, à mon avis, aussi tenir compte de l'idéologie que met en place Daesh et pourquoi elle fonctionne. Daesh met en place 3 mythes fondateurs qui sont très importants.
Le premier mythe, c'est la restauration du califat en tant qu'instance d'unité politique pour faire face à tout ce que nous venons de dire, c'est-à-dire toute une politique d'humiliation de toute cette région où nous avons des phénomènes de ressentiment, de colère qui sont très importants. Et c'est pour ça qu'à mon avis, nous ne sommes pas dans un cadre nihiliste, parce qu'il y a quand même une logique communautaire, il y a une logique idéologique. Donc voilà le califat qui vient ouvrir un espace et un territoire d'action énorme face à des jeunes qui ne trouvent absolument plus du tout leur place dans les sociétés, puisqu'il y a aussi une fracture temporelle et beaucoup de jeunes sont incapables finalement de se projeter au bout de 2 ans. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que il y a l'idée que la société est bloquée, que finalement ce capitalisme qui prend toute sa place finit par détruire les sociétés. Donc comme on ne peut pas détruire, je dirais, le capitalisme, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va détruire la société et par conséquent détruire le capitalisme qui va avec. Et pourquoi on ne se tourne pas dans ce cas vers les mouvements des altermondialistes, par exemple? Certains se tournent pour, je dirais, pour essayer de faire changer les choses, mais certains ne croient plus ni dans la promesse de la République, ni dans la promesse de l'Occident. Autrement dit, on a quelque part le califat versus le capital. Et ensuite, on va adhérer à une idéologie de la fin du monde, d'autant plus que les textes religieux sont aussi millénaristes. On trouve l'idée de la fin du monde. Et puis un troisième élément qu'on trouve aujourd'hui chez Daesh, c'est que Daesh propose un espace symbolique dans lequel les musulmans qui ne se sentent pas bien aujourd'hui en Occident, à travers tous les discours que l'on peut tenir en disant que l'islam ne fait pas partie de l'espace symbolique européen. À force de le dire, à force de... Les gens commencent, je dirais, finissent par le croire, et d'un seul coup, on leur ouvre un territoire comme je dirais, ce troisième mythe de l'Hégire où le prophète de l'islam quitte une cité païenne de la Mecque vers Médine, et d'un seul coup, on trouve un espace qui est quand même fondamental et important. Mais pourquoi ça marche? Je veux dire, tout bêtement. Pourquoi dans un pays comme la France, héritier des Lumières, un pays de liberté, où la liberté de l'individu et la liberté de choix par rapport à son éducation, par rapport à son milieu, par rapport, par exemple, à son éducation religieuse est si important? Pourquoi on peut dire à des jeunes, si vous pratiquez la masturbation, vous irez en enfer où on vous coupera les mains, qu'il est écrit dans le Coran que ceux qui écoutent de la musique sont transformés en singes ou en porcs, des choses aussi, ou pourquoi on peut faire des jeunes filles qui avaient une vie tout à fait libérée, finalement se voiler de la tête aux pieds et adopter un mode de vie complètement différent. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça trouve un écho? Parce que nous, on pense que c'est l'intégralité du discours de Daesh qui fonctionne. Mais le détonateur, il peut être sur un point essentiel. Ça peut être une idée qui fait accrocher. Puisqu'on le sait bien, aujourd'hui, le mode de communication n'est pas, par exemple, celui des grands propagandistes dans les années 30, où c'était des grands meetings, on était fasciné par la puissance, par l'autorité, des affiches, des films. Là, c'est Internet. Et Internet, l'important, c'est avec quoi on va accrocher sur un élément. Par exemple, on est en train de parler d'une terre possible. Il y a une forme de terre promise. Maintenant, on sait où on peut aller. Physiquement, il y a un territoire. Deuxièmement, il y a 2-3 valeurs. On dit là-bas, tu seras respecté. Par exemple, pour les filles. Et on voit bien que le départ des filles, quand elles y vont, c'est souvent presque une démarche d'assistance, d'aide, presque humanitaire par rapport aux enfants qui auraient été bouleversés par la guerre ou tués ou blessés. Il y a donc quelque chose qui nous semble un moteur où il y aurait une dialectique et une lecture globale, mais pas du tout. C'est un des éléments qui fait rentrer dans cette mécanique. Et après, on est aveuglé par le global puisqu'on est pris en charge, comme dans une secte, par un discours global. Et il y a un discours, pardon, il y a un discours aussi, enfin un élément qui est même encore peut-être plus fondamental, c'est que nous devons, dans les sociétés modernes, occidentales, être des individus. Et c'est très très difficile d'être un individu. Donc à un moment donné, on est libre de tout, sauf de ne pas être un individu. Et donc à un moment donné, notamment dans la phase de passage à l'âge adulte, où cette exigence d'individu, c'est il faut être beau, intelligent, en pleine forme, comprendre le monde, dans un bon rapport, ça fait peur, ça effraie. Et il y a un moment de fragilité où là, il y a un discours paradoxal qui se met en place, et Dounia Bouzia l'exprime très bien là, dans son entreprise de dédjihadisation, où elle montre qu'on se sent différent de tous les autres quand on est adolescent. Et si à un moment donné, là, je vous rejoins tout à fait, quelqu'un vous dit, mais vous êtes différent, en effet. Ça veut dire que vous êtes élu. Oui, mais ça a toujours été le cas, de génération en génération. Sauf que les jeunes ne prenaient pas des kalachnikovs pour des ceintures d'explosifs. C'est exactement ça. Non, mais un rite de passage, c'est une petite mort. On meurt à l'enfance et on renaît dans une autre vie. Donc, d'une certaine façon, le sacrifice de soi, c'est vivre cette mort, mais pas de façon symbolique, de façon réelle. Donc, il y a quelque chose qui est tout à fait neuf dans cette affaire. Il y a aussi, me semble-t-il, le manque de reconnaissance.
beaucoup de jeunes ne se sentent pas reconnus dans la société et qu'on sait qu'un jeune grandit à partir du moment où il est reconnu aussi dans ce qu'il dit. Et aujourd'hui, il y a très peu de corpus ou de textes qui ont cette capacité de vous reconnaître et de vous inscrire quelque part dans une communauté. Et les textes religieux ont ce pouvoir-là. Aujourd'hui, la dimension politique est de moins en moins intégrative. Alors nous avons effectivement la Déclaration des droits de l'homme avec tout ce que nous en faisons, mais la puissance du religieux est très importante. C'est-à-dire que le religieux permet la symbolique, et la symbolique, elle est beaucoup plus importante que le réel. Et avec notre conception finalement aussi de la laïcité parfois très coercitive, nous sommes devenus des analphabètes d'un point de vue religieux. Et d'un seul coup, le religieux, on le réduit simplement à un fait social en tant que vis-à-vis de la sociologie ou vis-à-vis simplement de la science politique. Et on ne sait plus que aujourd'hui le discours religieux est capable de créer ce que nous appelons une dette de sens, c'est-à-dire une reconnaissance et une obéissance face à des jeunes qui sont aujourd'hui dans des formes de décrochage. Il y a aujourd'hui dans la société française 3 types de décrochage. Un certain nombre de jeunes qui sont en train de décrocher de par leur parcours historique, social, éducatif et qui viennent à utiliser la violence, quitte à retourner la violence contre la société. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, faute de donner un sens à leur vie, on va donner un sens à sa propre mort. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, beaucoup de jeunes qui ne croient plus du tout dans les valeurs de la République et qui disent faute de vivre ensemble, vivons entre nous. Et beaucoup qui disent faute de vivre ensemble, allons vivre ailleurs. Et donc d'un seul coup, il y a un horizon de possible, il y a un horizon d'action qui est en train de s'articuler avec une virtuosité assez incroyable, notamment sur Internet. Simplement, Internet est le catalyseur. Aujourd'hui, le recrutement ne se déroule pas sur Internet. Ça veut dire que dans la société, il y a des recruteurs, il y a des groupes qui recrutent à la base. Et ça, je crois qu'il ne faudrait pas simplement se tromper en focalisant trop les choses sur Internet. Je repose ma question, mais de façon peut-être un peu différente par rapport à ce que vous venez de dire. Pourquoi ça marche? Ces jeunes, ils vont sur Internet. Ils voient des discours qui les confortent, qui les réconfortent, qui leur donnent envie de participer à ce djihad. Mais ils voient aussi des reportages, des images, des atrocités qui sont commises par Daesh. Il voit aussi comment les femmes sont traitées comme des esclaves par Daesh. Mais en même temps, à côté de l'esclave, il y a aussi des femmes qui épousent des combattants. Vous le regardez dans cet instant T comme s'ils regardaient avec un monde et un autre. Ils ne croient plus, par exemple, à l'histoire du 11 septembre. N'oubliez pas qu'on est dans un monde où 14% des gens sont persuadés que derrière, tout ça est faux. Ils ont peut-être vu pendant 2-3 ans les clips de Dieudonné. Ils ont peut-être une autre lecture de l'histoire. On en parle souvent qu'aujourd'hui, ils ont un sentiment que l'histoire qu'on leur raconte et que la République leur raconte est fausse. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand ils regardent les manuels scolaires, ils n'ont jamais personne qui leur ressemble, qui est un héros de la France. Donc ils se disent, ce pays n'est pas le mien. Jamais un héros qui me ressemble n'est un héros français. Donc je vais aller ailleurs, voir des gens qui vont raconter l'histoire autrement. Et mon histoire du présent, mais aussi l'histoire de ceux qui m'ont précédé. Donc ils cherchent à construire leur propre récit dans le présent. Et donc la manière dont vous regardez la formation, eux déjà, ils ne croient plus depuis très longtemps dans les journalistes. Ils ne croient plus non plus dans la télévision française. Donc ils pensent que ce qu'ils voient derrière, parce que nous on regarde les images de Daesh comme des images de violence, eux les voient aussi comme des images de conquérants, de gens qui sont en train de conquérir une terre, quelqu'un qui sont les seuls à se battre, par exemple. Alors donc d'un seul coup, ce qu'on peut dire derrière, c'est qu'ils se disent, mais non, si Daesh fait de telles violences, ceci est un mensonge, ce n'est pas vrai, ces violences en fait sont faites par les autres et on impute Daesh là-dessus. Alors, pour rester sur ce qu'on pourrait imaginer être une spécificité française, je voudrais qu'on écoute une partie du témoignage de cette mère d'un jeune parti faire le djihad en Syrie. Un jeune dont ni l'histoire, ni les racines familiales, culturelles ne le rapprochaient a priori de cette cause. Et pourtant, il est parti. Écoutez-le. Écoutez-la, pardon. Mon fils n'est pas un terroriste. Mon fils est une victime. Mon fils est une victime de cette idéologie qui... le terrorisme, c'est l'essence de cette idéologie. C'est ça qu'il faut combattre, c'est ça qui est dangereux. Ce qui frappe, je parlais tout à l'heure du fait que la France et la Belgique sont les 2 pays, les principaux pourvoyeurs, entre guillemets, de jeunes partant faire le djihad en Syrie. Mais ce qui frappe aussi, et la question s'était déjà posée au moment de la loi interdisant le voile intégral, c'est que beaucoup de ces jeunes qui partent sont des jeunes convertis, dont ni l'histoire familiale, ni les racines, ni l'environnement culturel ne les porterait vers l'islam ou la culture musulmane et encore plus l'islam extrême, comme beaucoup de jeunes femmes qui portent le voile intégral en France n'ont pas non plus de lien avec cet islam-là en tout cas. Vous prenez comme étendard d'une certaine manière le côté le plus radical quand vous êtes
tout juste pour démontrer aux autres que vous avez parfaitement compris que vous faites partie de leur famille. Et à la fois Donc des vous allez convertis. beaucoup plus vite quelque part que les autres, et comme vous brûlez des étapes, vous pensez qu'en étant extrêmement radicalisé ou extrêmement symbolique ou extrêmement engagé dans le terrorisme, vous devenez immédiatement un bon musulman. Comme vous devez rattraper le retard ne l'ayant pas perçu avant. Pas tous, attention, il faut quand même le regarder que si là on est en train de parler d'une infime partie de ceux qui sont convertis, d'une infime partie de ceux qui sont musulmans. Il faut quand même le préciser parce que ça nous ferait oublier que justement ce n'est pas le chemin naturel. C'est le chemin de quelques-uns qui veulent aller beaucoup plus vite, c'est le cas de le dire, que la musique et le savoir. Et d'ailleurs on le dit bien, en fait qu'ils ont une très faible culture liée à l'islam ou au Coran. Certains n'ont jamais même mis les pieds dans une mosquée de leur vie. Et pourtant ils s'engagent. C'est-à-dire qu'ils vont chercher immédiatement à être considérés comme de bons musulmans. Et dans ce parcours, des fois sur quelques semaines, on l'a vu pour quelques-uns, et donc en plus les convertis doivent démontrer 2 fois plus qu'ils font partie de cette grande famille. Quelque part, ça correspond aussi à ce cheminement extrêmement rapide pour ces familles. Donc ils vont plus loin. Rachid Benzine. Je crois qu'à partir du moment où vous avez des gens qui sont fraîchement convertis et qui, au bout de 2 mois, se rendent en Syrie, c'est qu'il y a vraiment un mal-être de la jeunesse française et que l'islam vient répondre quelque part à ce mal-être. Quand je dis islam, c'est un certain nombre de discours qui trouvent écho chez ces jeunes-là. Et ensuite, tous les jeunes qui partent ne partent pas pour prendre les armes. Vous avez beaucoup de gens qui partent parce qu'ils veulent vivre aussi dans une terre soi-disant musulmane. Ils veulent participer à, je dirais quelque part, à un grand projet. Et c'est très important d'essayer de comprendre les motivations de tous les jeunes qui partent, parce que vous avez une pluralité de motivations entre celui qui est violent et qui trouve un terrain pour élaborer, je dirais, et passer à l'acte, entre celui qui a un idéal de vivre dans un État musulman, entre celui qui voit tous les actions que nous avons vues de Bachar al-Assad sur sa population et qui a envie de lutter contre cette injustice-là. Donc nous avons des motivations qui sont très importante et que le terme djihadiste finalement n'est pas du tout pertinent parce qu'il cache une réalité qui est beaucoup plus complexe et que nous devons décortiquer absolument ces mots-là et notamment le phénomène de radicalisation. On se rend compte qu'il y a des décrochages, mais le phénomène de radicalisation au sens de passage à un acte violent se fait dans les pays en guerre. Et je crois que nous devons absolument essayer de travailler sur ces phénomènes de décrochage et aussi sur le type de discours et pourquoi ça fonctionne. Donc il y a une typologie des discours qui vient parler à la psychologie de beaucoup de gens et ça les touche, je dirais, de manière affective, de manière mentale, pour faire le pas. Et on part souvent, ce qui est très important, on part souvent par bande de copains. Et donc c'est un mouvement de groupe qui est très important. Pierre-Henri Tavoyot. Il faut vraiment presque inverser votre question et se poser la question quelle est la performance de l'offre? Et cette offre est très performante. C'est-à-dire qu'à un moment de fragilité de votre existence, quelqu'un vient vous voir et vous dit « Je vais te donner un sens à ta vie. Je vais te permettre de comprendre tout ce qui se passe dans le monde sans exception grâce à la théorie du complot. Tu vas trouver une famille, une nouvelle famille, tu vas comprendre absolument tout et tu sauras pourquoi vivre et le cas échéant pourquoi mourir. » C'est ultra performant et face à cette offre extrêmement simpliste et extrêmement primaire, il est très difficile de mobiliser quoi? Des valeurs démocratiques qui sont très fortes, très puissantes mais complexes. Il est très difficile de mobiliser le fait que la vie est difficile, que la vie est complexe et que les rapports humains, ce n'est pas simple. Il est très difficile de mobiliser le fait que les relations internationales, il n'y a pas les bons et les méchants. Donc on a un système totalement binaire auquel on ne peut opposer que la culture dans sa complicité, dans ses nuances. Et c'est pour ça que la lutte est difficile. Mais on est armé parce que à la phrase vous aimez plus la vie que nous aimons plus la mort que vous n'aimez la vie, on pourrait répondre nous craignons moins la mort que vous ne craignez la vie. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose de très puissant. Nous ne sommes pas désarmés. Il n'y a pas de désert spirituel dans les démocraties qui nous rendrait totalement les mains attachées. On n'a pas sans élément de réponse. Nous sommes armés. Mais justement, les réponses à apporter, on va y venir. Et pour le moment, la réponse est essentiellement sécuritaire. Et si je vous prends au mot, j'ai envie de dire qu'il faut qu'elle soit au-delà du sécuritaire, beaucoup plus également sur un terrain culturel et intellectuel. On s'est beaucoup posé la question de la responsabilité ou pas des représentants de la communauté musulmane, pour peu qu'il y ait une communauté musulmane homogène en France, et des gens pour la représenter. Le fait que après les attentats de janvier, par exemple, on avait trouvé leur réaction assez tiède, eh bien leur réaction est quand même beaucoup plus vive pour ces attentats-ci. Écoutez, d'abord un responsable belge suivi d'Alil Boubaker, grand acteur de la mosquée de Paris.
À un moment donné, on a fermé les yeux sur des choses qui se passent ici. On n'a pas été intransigeant et clair au travail de certaines personnes. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est que nous octroie des visas à des prédicateurs qui viennent de l'étranger, par exemple, de passage sur l'espace Schengen. Et il y a un moment, il faut contrôler ça. Parce qu'aujourd'hui, un discours donné en arabe classique, avec des versets du Coran, des hadiths, n'est pas compris par tout le monde. On veut banaliser, vulgariser un discours religieux et pour que le jeune sache de quoi on parle. On les a acceptés les bras ouverts. Je peux vous assurer que les erreurs qu'on a commises pendant des dizaines d'années, on a tout accepté. Il y a des foyers maintenant de djihadisme et de délinquance et d'islamisme et de salafisme, et y compris des mosquées, y compris des lieux de culte, des associations et des imams qui viennent recruter, n'est-ce pas, ces jeunes-là pour petit à petit les amener à une vision violente et hostile à l'Occident et faire déclarer une guerre entre ces gens-là et l'Occident tout entier. Alors il y a plusieurs choses dans ce qui est dit là. D'abord, sur le on a tout accepté, c'est assez large. Sur la question de la responsabilité dans les mosquées des imams, est-ce que ce sont des imams de l'étranger ou pas? La responsabilité des mosquées, elle est d'ailleurs parfois contestée, même s'il y a la radicalisation dans certaines mosquées, ce n'est pas forcément le lieu principal de radicalisation. C'est pas le lieu, mais ça peut être un lieu. Il ne faut pas non plus que notre discours donne le sentiment qu'une mosquée ou que quelqu'un dans une mosquée, c'est pas la mosquée en tant que telle, c'est qui maîtrise, dirige ou en sous-main joue sur la mosquée et sur la périphérie de cette mosquée. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, la mosquée en tant que telle, c'est d'abord un territoire. C'est ce qui se passe dedans et dehors qui compte. C'est pas forcément à l'intérieur de la mosquée, mais c'est souvent dans sa périphérie qu'il peut y avoir un embrigadement, ou du moins qu'il peut y avoir une accélération d'une forme de radicalisation. Là, il a raison, et sur le territoire, on le voit bien, il y a des problématiques dans certains endroits, avec certains prêches, avec certains discours, que l'on retrouve d'ailleurs aussi sur Internet, avec certains quartiers où il y a vraiment un conflit entre une, deux mosquées sur un quartier. On l'a vu à Montpellier, par exemple, où il y a vraiment une pression qui est faite, par exemple, pour qu'un imam s'en aille, parce qu'il ne serait pas assez radical. Toutes ces réalités existent, comme elles ont existé dans n'importe quelle religion, parce que c'est aussi un rapport de force. Qui va prendre le pouvoir sur ces lieux, donc sur une potentielle communauté, parce qu'il y a dedans un rapport de force idéologique, mais aussi un rapport de force territoriale, et ce rapport de force, l'islam a, comme la République d'ailleurs, fermé les yeux pendant trop longtemps, en disant il y a un moment, ça dépasse une forme de ligne et une frontière, à partir du moment où cette radicalité devient visible. Mais regardez bien ce qui se passe dans plein de quartiers. Comme des mosquées radicales ont réussi à faire fuir, par exemple, les trafiquants de drogue. Que fait une municipalité? Elle se tait sur cette mosquée parce qu'elle préfère avoir une mosquée radicalisée qu'avoir un trafic de drogue qui perdure. Ce que les policiers n'ont pas pu des fois résoudre en 15 ans, d'un seul coup, la mosquée radicalisée va le résoudre. Et le quartier va donner le sentiment d'être pacifié. Donc on arrive à une forme d'acceptabilité de choses inacceptables, mais qui se regardent sur les 30 ou 40 dernières années. Rachid Benzine, sur le tout, on a tout accepté. Le monde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'islam de France ou l'islam en France sans penser ce qui se passe au niveau international. C'est-à-dire que l'islam français n'est pas isolé de tous les mouvements qui sont en train de, je dirais, de prendre place aujourd'hui dans le monde musulman. Aujourd'hui, depuis à peu près une cinquantaine d'années, vous avez deux grands mouvements. Vous avez à la fois le mouvement des frères musulmans avec cette idée de la mise en place d'un État en essayant de commencer à, je dirais, à islamiser la société tout en allant vers l'État. Et puis vous avez le mouvement du wahhabisme à partir de 1961, puisqu'on a créé à Médine là, une grande université pour wahhabiser le monde musulman. Donc nous avons deux discours qui ont complètement saturé le sens. Le wahhabisme qui est la source du salafisme. Hein. Oui, le wahhabisme est une émanation du XVIIIe siècle avec le rigorisme que nous connaissons actuellement. Le salafisme, c'est un terme trop générique, mais il faut distinguer le salafisme finalement du wahhabisme. Et nous avons, je dirais, ce wahhabisme à travers, je dirais, un certain nombre de règles, de mœurs qui peut être dangereux pour le vivre ensemble, mais qui ne passe pas automatiquement, je dirais, à la violence. Donc, je dirais, tout fondamentaliste n'est pas quelque part violent. Donc il peut être un grand problème pour le vivre ensemble, mais le lien entre le fondamentalisme et la violence doit être absolument étudié. Maintenant, la question, c'est que c'est pas tellement le salafisme ou le wahhabisme, la question c'est quelle réponse
en termes de discours religieux face au salafisme et au wahhabisme, étant donné que l'Arabie saoudite a investi des millions et des millions pendant des années pour mettre ce discours et qui a fait passer cet islam wahhabite comme étant l'islam authentique. Et malheureusement, les religieux aujourd'hui, que ce soit dans le monde musulman ou en France, sont incapables de faire face à ce type de discours. Tout simplement parce qu'ils citent un verset, d'autres vont citer un autre verset. Donc ces versets controversés, ça devient la controverse. Et ce qui manque là-dedans, c'est faire de l'histoire. C'est humaniser l'islam pour le périodiser, pour montrer comment une religion naît à un moment donné dans une société et comment elle va développer sa théologie, sa mystique et sa philosophie. Parce que parler d'islam en général relève véritablement d'un fantasme. Et c'est là où l'école n'a pas fait suffisamment son travail, c'est que l'histoire des religions aurait dû être prioritaire dans nos écoles. Et opposé à cela, la défense intransigeante des principes de laïcité, est-ce que c'est la solution, Pierre-Henri Tavoyeux ? Il faut bien, me semble-t-il, faire une distinction entre, premier type, le musulman, qui vit dans les lois de la République, le fondamentaliste et le fondamentaliste activiste. Alors, qu'est-ce qui caractérise le fondamentaliste ? C'est qu'il a une conception de la religion totalement différente du musulman. Le musulman, conception de la religion qui consiste, la religion c'est une affaire de foi qui me concerne et qui ne concerne pas l'espace public. Le fondamentaliste considère que la religion concerne non seulement son existence personnelle, mais celle de ses proches et celle de la totalité de la société, depuis l'origine et jusqu'à demain. C'est tout qui doit être structuré par la religion. Dans l'islam, ce fondamentalisme s'inscrit dans le fait, dans l'idée, dans l'idéologie que c'est Dieu qui a dicté directement le texte. Donc la marge d'interprétation est extrêmement réduite par rapport à d'autres religions où la marge d'interprétation est plus importante. Donc Dieu ayant dicté le texte, le réel, c'est le texte. Le réel, c'est le texte. Donc le texte est plus réel que le réel. Mais ça reste, disons, dans une pratique religieuse qui est la pratique quiétiste où je passe ma vie à lire le texte, à vivre selon le texte. Ça ne concerne que moi. Mais la dérive est tout à fait possible avec la troisième forme, c'est-à-dire le fondamentalisme activiste qui va dire quoi ? Il constate que le réel n'est pas conforme, le réel, le soi-disant réel, n'est pas conforme au texte. Donc il faut changer violemment le réel en s'inspirant du texte qui est plus réel que le réel, si vous me suivez. Eh bien là, ça devient violent. Ça devient violent. Et effectivement, ça devient une forme de terrorisme. Mais la conséquence, c'est que le fondamentalisme non activiste n'a aucun moyen intellectuel de s'opposer à la dérive activiste. Et il laisse totalement désarmé. D'accord, mais au-delà du religieux par rapport au religieux, que peut l'État laïque, républicain, face à ces dérives ? Quelle réponse il peut apporter ? La seule conception, c'est effectivement de défendre la première définition de la religion, c'est-à-dire une religion, j'allais dire une religion laïque, ce qui est absolument inaudible pour un fondamentaliste. Parce que c'est une autre définition de la religion. C'est aussi parce que nous sommes aujourd'hui dans une société au XXe siècle qui s'est métissée. Tout ça n'arriverait pas, d'une certaine manière, si les sociétés vivaient avec des modèles politiques qui soient en phase avec le religieux. Mais maintenant, nos sociétés se sont métissées. Là, le grand débat, d'ailleurs, qu'on est en train d'aborder là, c'est dans une société laïque française en Occident, comment on gère des populations qui sont héritières d'une tradition non laïque et qui ont un fait religieux différent de celui qui a mis plusieurs siècles à rentrer dans la case de la laïcité, c'est-à-dire la chrétienté et les catholiques en France. Et ça ne s'est pas fait tranquillement. La Saint-Barthélemy, c'est chez nous, les guerres de religion, c'est chez nous. Et la loi de 1905, elle n'est pas passée tranquillement, comme ça, avec des députés qui ont décidé, et sans que les curés ne résistent. Rappelez-vous Maurras et l'Action française, ça fait quelques années de débat après. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on doit aussi, nous, accélérer un mouvement en se posant la question de comment, aujourd'hui, dans une société laïque, on peut arriver à ne pas donner le sentiment que ceux qui sont signés, ceux qui sont obligés, ceux qui sont contraints, et donc ceux qui sont mis à la marge, ce sont uniquement les musulmans dans les principes de laïcité. Aujourd'hui, n'importe quel gamin, n'importe quel adulte qui croit ou qui ne croit pas, mais qui soit de ce qu'on appelle issu d'une culture musulmane, ce qui ne veut strictement rien dire, mais il va se dire « je suis désigné ». Alors, mais qu'est-ce qu'on dit des catholiques qui sont visibles ? Qu'est-ce qu'on dit de la croix ? Qu'est-ce qu'on dit du sapin de Noël ? Rien. L'autre a le droit d'être même visible. Dans la rue, il peut se promener avec une croix, une kippa. Et moi, dès que j'ai un signe, si ma maman veut m'emmener dans un voyage scolaire, ça devient des hauts cris. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas appris, dans notre laïcité, à gérer ce qu'on n'avait pas prévu en 1905. C'est que ceux qui avant étaient les colonisés là-bas vont devenir des citoyens d'ici. Et encore pire, ils feraient des enfants ici. Et que ces enfants réclameraient l'égalité. Et la loi sur la laïcité, c'est pas faire. Donc elle devient quoi ? Autoritaire, destructrice. Et au lieu d'amener à l'équité, elle est en train aujourd'hui de donner des oukases. J'entends, mais pas toujours. Pas toujours autoritaire. Beaucoup ont reproché le fait que justement
comme on ne sait pas faire, comme on n'y a pas pensé, comme ce n'est pas forcément prévu par les textes, eh bien on s'arrange avec des pratiques, avec des demandes. Bah, évidemment, je reprends ça, l'exemple des piscines municipales, je pense au bricolage dans les entreprises. Oui, Comment on fait? Donc, on bricole. Une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour créer, malheureusement l'imam que nous avons invité ne nous a toujours pas rejoint, mais créer ce fameux islam de France? Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité qu'on peut bâtir? Et comment la République s'organise, peut défendre justement ces principes face aux fondamentalistes? Rachid Benzine. Moi, je pense qu'il faut arrêter de parler d'islam de France ou d'islam français, parce qu'on ne pose pas la question est-ce qu'il y a un christianisme français ou est-ce qu'il y a un judaïsme français. Ensuite, on pose la question de ce rapport entre l'islam de France ou en France avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. On ne pose pas la question sur le judaïsme avec le rapport à Israël ou l'Église catholique avec Rome. Je pense qu'il faut sortir absolument de ce fantasme et voir quels sont les outils sur lesquels on peut s'appuyer. Effectivement, le cadre laïque est un bon cadre sur lequel nous devons absolument travailler. Mais aujourd'hui, il est insuffisant. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons plus du tout le religieux. Je rencontre beaucoup de professeurs d'histoire qui sont complètement démunis parce que justement le religieux ne fait plus sens. Aujourd'hui, vous allez au musée du Louvre ou ailleurs, si vous n'avez pas cette culture biblique, évangélique derrière, il y a des tableaux, on ne comprend absolument rien. Donc nous sommes devenus des analphabètes d'un point de vue religieux et nous avons en face un discours religieux qui est complètement, je dirais, fantasmé parce qu'il ne correspond pas à l'islam des origines, hein, c'est un fantasme des origines et le type d'islam qui se développe aujourd'hui est beaucoup plus le produit, je dirais, de la modernité d'aujourd'hui, beaucoup plus que l'islam des origines. Parce que quand on voit bien la tradition musulmane, même vis-à-vis d'un texte qui serait dit révélé par Dieu à son prophète de l'islam, il y a eu toute une jurisprudence, il y a eu toute une philosophie, une théologie, une mystique. Or, aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est un appauvrissement de l'islam et ce que j'appelle souvent une espèce de judaïsation de l'islam, c'est-à-dire que l'islam devient de plus en plus juridique et une espèce de christianisation de l'islam qui se focalise autour de la figure du prophète de l'islam qui est complètement divinisé comme dans le christianisme. Donc aujourd'hui, on a une inversion de la hiérarchie, c'est plus Dieu et son prophète, mais c'est le prophète et son Dieu. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, les gens ne vont pas tellement puiser dans le Coran, ils vont plutôt puiser dans les textes seconds. Et malheureusement, quand vous n'avez pas cette connaissance historique, comment voulez-vous aujourd'hui répondre à l'idéologie? Parce que ce n'est pas simplement un problème politique vis-à-vis de l'Occident et du monde musulman qui devra tôt ou tard être réglé, c'est qu'en face l'idéologie, nous n'avons pas les moyens de la déconstruire. Donc nous sommes aujourd'hui désarmés. Et mis à part de faire des incantations autour de la laïcité, nous n'y arriverons pas si nous ne prenons pas en charge, je dirais, tout ce pan entier de populations qui sont issues effectivement de notre empire colonial et que nous n'avons pas suffisamment pris en charge en pensant que simplement le social et l'économique étaient suffisants. Et surtout, on n'a pas suffisamment intégré d'un point de vue symbolique la place de l'islam en Europe. Et tout ce que nous entendons aujourd'hui, même de la part de quelqu'un qui est Michel Onfray, qui dit l'islam est ontologiquement violent, avoir ce type de discours dans les grands médias pose aujourd'hui un grand problème. Alors justement, comme Rachid Benzine parlait à l'instant du christianisme et du judaïsme, au-delà de l'islam aujourd'hui, de toutes les questions qu'on se pose depuis 45 minutes, il y a très clairement dans notre société un retour au premier plan des questions religieuses, quelle que soit la religion. Pourquoi, Pierre-Henri Tavoyot, on en revient à des questions qu'on pensait réglées en France, et pas seulement, encore une fois, pour l'islam? Alors, c'est pas... Attention, là aussi, c'est pas un retour du religieux. C'est pas un retour du religieux au sens où on a un socle. Une société religieuse, c'est encore une société qui est intégralement structurée par la religion. Donc c'est pas un retour du religion en ce sens, c'est un retour de la question du sens de la vie et qui peut prendre des formes religieuses comme des formes spirituelles, comme une logique d'ailleurs de zapping où on peut passer effectivement de ici ou là. Mais on a eu des philosophes pour régler ces questions-là depuis 3 siècles. Mais de ce point de vue-là, en effet, c'est un retour plutôt des interrogations métaphysiques sur l'existence plutôt qu'un retour, c'est un retour de la philosophie, enfin, si je plaide pour mon business. Donc engagez-vous plutôt ici qu'ailleurs. Plutôt avec les philosophes qu'avec les religieux, pourquoi pas. Donc, c'est quoi? C'est pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a le sentiment que notre démocratie capitaliste n'est que capitaliste et politique. C'est-à-dire que le matérialisme a tout gagné, est une vague irrépressible. C'est un sentiment, je ne crois pas que ce soit la vérité.
Parce que on voit très bien d'ailleurs quand toutes les enquêtes valeurs qui sont faites par les sociologues, qui font des enquêtes absolument impressionnantes, montrent qu'en vérité, il y a du non négociable sur le plan économique, qui sont la famille, le travail, pas la patrie, je vous rassure, mais justement la spiritualité. Et que ce sont dans ce à quoi les individus croient profondément, au-delà du secteur marchand, ce sont ces valeurs essentielles qui sont des valeurs qui structurent. Donc, il y a ce sentiment d'une dérive vers le matérialiste, mais fondamentalement, les valeurs sont là et nous sommes armés, encore une fois. Mais la famille a bien changé depuis travail, famille, patrie, et ça serait l'objet d'une autre émission, mais c'est pas la même famille. Pascal Blanchard, il nous reste 2 minutes justement sur cette question de pourquoi tant de Dieu. On pose la question, Dieu au pluriel. Je ne suis pas sûr que si on compare le chiffre des années 30 à aujourd'hui, on va découvrir qu'il y a plus de croyants. C'est même l'inverse. Clairement, il y a moins de gens qui se disent, qui se pensent et qui sont dans des pratiques religieuses. C'est une partie de la société française, une partie souvent d'ailleurs liée à l'immigration, 2e voire 3e génération, qui redécouvre un parcours vers la religion. Mais ce pourcentage-là, il est infime sur la globalité de la société. Aujourd'hui, en France, on croit moins que dans les années 30. Donc on en parle trop ? On n'en parle pas trop, c'est qu'aujourd'hui le religieux, dans le contexte international, est devenu un choc des religions. Et comme ce choc des religions internationales focalise notre attention, celle des journalistes, celle des intellectuels, celle de tout le monde, on pense que le religieux qui est en guerre et devient une guerre interne. Mais c'est pas vrai. C'est parce que le monde justement la religion est en train de baisser, que les religions sont extrêmement violentes pour durer. Rappelez-vous que chaque crise d'une religion, c'est quand elle sent qu'elle perd la main, justement, sur ses fidèles. Quand elle commence à décroître. On va peut-être parler de la chrétienté. On se rend bien compte qu'elle a connu aussi son intégrisme. On brûlait des gens en Europe au moment où la chrétienté commençait à avoir peur des religions de l'autre. C'est une histoire immuable et celle de l'humanité. Et il ne faut pas croire pour autant être aveuglé en se disant d'un seul coup, tout le monde redevient religieux en France. Au contraire, la première religion de France, c'est les gens qui ne croient plus. Ils croient en d'autres choses parce qu'aujourd'hui, l'offre est suffisamment large et notamment les valeurs de partage. Et justement, ce que reprochent beaucoup de ces gamins, c'est que ce qu'on a annoncé avec les droits de l'homme, cette république qui amenait une capacité de tous de vivre ensemble, mais ils disent mais ça marche pas. Moi, je suis pas dans cette égalité. Réapprenons les vraies valeurs de ceux qui ne croient pas mais qui croient en la République. Et peut-être que ces gamins croiront en autre chose. Rachid Benzine. C'est pas tellement un retour du religieux que plutôt un recours au religieux. Et c'est un religieux qui est complètement transformé en contexte de mondialisation. C'est plus le religieux qu'on a connu d'un point de vue traditionnel des familles musulmanes qui étaient tranquilles. Aujourd'hui, c'est une nouvelle tradition, c'est du religieux sans culture. Et nous avons de plus en plus de jeunes qui prennent le religieux comme source identitaire de valorisation. À partir du moment où on ne me reconnaît pas, on ne reconnaît pas mon histoire, l'histoire de ma famille, on ne reconnaît pas ce que je suis lorsque je me définis en tant que musulman, juif ou chrétien, ben je vais le revendiquer. Donc c'est finalement une identité par défaut. Et le religieux est là, très important. En tout cas, il permet, c'est toujours ce lien entre le théologique et le politique. Quand le politique baisse, le théologique a tendance à prendre le dessus. Merci à tous les trois. Alors on regrette l'absence d'Abdelali Mamoun, imam d'Alfortville, qui devait être des nôtres. 18h politique continue. On va revenir de la politique plus politicienne avec Mickaël Darmon et Politique Week-end. À tout de suite.